Bonjour à tous, merci de nous suivre en direct sur le Figaro.fr, Figaro Live. Alors que Paris devient cette semaine la capitale mondiale de l'aéronautique grâce à la 53e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, on peut se demander à quoi ressemblera l'avion du futur. Entre un trafic aérien mondial qui ne cesse de s'accroître et la contrainte de réduire au maximum les émissions polluantes accusées de favoriser le réchauffement climatique, quelle stratégie doivent adopter les compagnies aériennes si elles veulent maintenir leur croissance? L'avion électrique est-il la solution? Nous répondrons à ces questions tout à l'heure avec nos invités. Véronique Guillermard, journaliste du Figaro, spécialiste de l'aéronautique. Peter Schmollgruber, ingénieur et spécialiste conception avion à l'ONERA. Et Jean-Louis Racineux, associé responsable du secteur aéronautique et défense au cabinet Deloitte. Mais d'abord, on a une question pour vous. Seriez-vous prêt à ne plus jamais prendre l'avion pour des raisons écologiques? Répondez dès maintenant sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Si vous avez des questions et des commentaires à poser à nos invités, vous n'hésitez pas non plus à nous en faire part sur les réseaux sociaux du Figaro et nos spécialistes vous répondront dans la deuxième partie de cette émission. Bonjour Véronique Guillermard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de l'émission. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro Économie, spécialiste de l'aéronautique. Le transport aérien ne connaît pas la crise, on peut le dire. 5% de croissance par an en moyenne et on nous annonce qu'en 2037, 8 milliards de passagers se déplaceront chaque année en avion autour du globe. On voit à l'instant en direct d'ailleurs le trafic aérien au-dessus de la capitale, au-dessus de l'Île-de-France grâce à Stéphane Folzer qui prépare cette émission avec nous et la régie. Ce sont des images Flight Radar 24. Véronique Guillermard, comment les compagnies vont-elles accueillir ces 8 milliards de passagers dans 20 ans, ce qui représente le double des nombres de passagers aujourd'hui? Absolument. À cette échéance, c'est comme si chaque être humain qui peuple la planète prenait l'avion une fois dans l'année. C'est absolument colossal. Donc, pour accueillir cet afflux massif de passagers, les compagnies aériennes vont acheter des avions, de nouveaux avions. La flotte mondiale va doubler dans les 20 ans à venir pour atteindre le seuil critique de 50 000 appareils qui vont sillonner le ciel. Et selon la dernière étude toute fraîche que Boeing a publiée hier sur les perspectives de marché pour les 20 ans à venir, les compagnies aériennes vont acheter 44 000 nouveaux appareils, à la fois pour remplacer des appareils plus anciens et plus polluants, et en même temps pour la conquête, puisque le marché est en croissance. On est à l'heure où le climat est au cœur des débats. L'avion est accusé d'être l'un des principaux responsables du réchauffement climatique. Quel est son impact réel sur les émissions de gaz à effet de serre ? Alors, le transport aérien est un contributeur assez modéré, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser aux émissions polluantes. Donc, de quoi parle-t-on? C'est seulement 2 à 3% des émissions de dioxyde de carbone, le fameux CO2, et l'aérien représente 14% des émissions polluantes du secteur des transports. Mais il y a aussi les émissions d'oxyde d'azote, les NOx, qui participent au réchauffement climatique. Et là, on a beaucoup de mal à les évaluer. Et il faut dire que comme la flotte double, les émissions polluantes vont doubler. C'est mécanique. Donc c'est ce qui fait dire que l'industrie aéronautique doit prendre, elle aussi, sa part dans la lutte contre la pollution. D'ailleurs, si les compagnies aériennes veulent maintenir leur croissance, elles doivent faire baisser drastiquement ces émissions de CO2. Quelles mesures le transport aérien a-t-il décidé de prendre et s'est-il engagé à prendre? Alors, évidemment, le transport aérien est bien conscient que pour maintenir sa croissance, il doit être beaucoup plus décarboné. Donc, toute l'industrie, donc ça passe par les constructeurs, les compagnies, tous les acteurs de la filière ont pris des engagements forts auprès des instances internationales telles que l'OACI ou la Commission européenne qui a lancé le programme Clean Sky. Donc, de quoi parle-t-on? C'est un engagement qui est chiffré. L'industrie s'est engagée à réduire de 75% ses émissions de CO2, de 90% ses émissions de NOx et de 75% un autre type d'émissions désagréables, le bruit. À quelle échéance? Alors, c'est à 2050 et ces chiffres se comparent aux taux qui étaient observés en 2005. Donc, c'est quand même important. Comment va-t-elle y parvenir, cette industrie aéronautique? Alors,
Au départ, tout simplement, les émissions polluantes sont directement liées à la consommation de kérosène. Oui. C'est un dérivé du pétrole, donc c'est polluant. Donc l'idée, c'est de consommer moins déjà. Donc chaque nouvelle génération d'avions consomme moins que la génération précédente. Hier, par exemple, Airbus a annoncé le lancement d'un nouvel appareil, un dérivé de l'A321 qui s'appelle l'A321 XLR et qui consommera 30% de moins que le premier A321 lancé au début des années 90, au milieu des années 90. Donc déjà, on travaille là-dessus. Les avions sont moins gourmands en carburant. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on travaille sur l'avenir, c'est-à-dire des solutions, l'utilisation de biocarburants. Oui. Donc, Airbus, Boeing, toute la communauté aéronautique travaille avec les pétroliers pour tenter de créer une filière. Donc, il y a plein de tests qui ont été réalisés. Il n'y a aucun problème. Les biocarburants sont mélangés au kérosène et permettent de faire voler les avions. Mais le bilan carbone n'est pas aussi bon que ce qu'on pourrait attendre avec les biocarburants. Et enfin, il y a des recherches sur un avion plus électrique. Oui. Je crois d'ailleurs qu'on va pouvoir y revenir. Tout à fait. En attendant, on va le dire, hein, l'avion divise, hein, je le disais au début de cet entretien. Certains appellent même à son boycott. On regarde tout de suite un extrait d'une intervention de Greta Thunberg. I have decided that I'm going to try to take a sabbatical year from school and try to travel to different places. Among others to North and South America, where I have received invitation to attend several meetings and summits. So I will have to try to get there without flying, if that is possible. So. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Véronique Guillermat, renoncer à l'aviation, c'est une utopie ? Je pense, oui. Ou alors on décide d'arrêter toute modernisation, toute recherche. Pourquoi pas retourner vivre dans les cavernes et mourir à 35 ans. Revenons au défi d'une aviation verte. On entend dire que le pari d'une aviation moins polluante passe par l'électrification des avions et de leurs moteurs. On parle beaucoup d'avions en ligne 100% électriques, vous le disiez, pour remplacer les appareils au kérosène. La production de ce type d'appareil relève-t-elle du fantasme ou est-elle sérieusement envisagée par les avionneurs ? Alors, ce n'est pas du tout un fantasme, c'est même une réalité. Depuis plusieurs années, l'industrie aéronautique a travaillé à l'électrification de plusieurs fonctions qui étaient auparavant mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques. Le meilleur exemple, c'est le Boeing 787 Dreamliner, qui est l'avion le plus électrique au monde, avec une puissance installée à bord de 1,5 MW. Donc cet avion a par exemple, pour ceux que ça intéresse, un train d'atterrissage, un système de dégivrage électrique. Le défi aujourd'hui, c'est le moteur. Comment électrifier le moteur ? Donc on sait le faire sur les trains, oui. On sait le faire de mieux en mieux pour l'automobile, oui. Avec des autonomies importantes. Pour l'avion, c'est un sacré défi, parce que ce n'est pas du tout le même gabarit, et donc il faut une puissance phénoménale pour décoller l'avion du tarmac, et bien évidemment, il faut que la batterie ne soit pas trop lourde, sinon l'avion ne peut pas décoller. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout ? Mais non. Par exemple, pour faire décoller un avion de type A320 ou Boeing 737, il faudrait installer 170 tonnes de batterie. Une batterie plus lourde que l'avion, on va dire ? Oui, parce que l'avion a une masse au décollage de 80 tonnes en moyenne, donc c'est pas possible. Donc on va commencer par des véhicules aériens beaucoup plus petits. Des engins plus petits, plus légers, qui font peut-être des distances peut-être moins longues pour l'instant ? Oui, c'est ça. Donc les industriels, les motoristes en particulier, et Safran en particulier, qui est vraiment très en avance dans ces domaines, commencent par électrifier des petits drones de transport logistique qui peuvent faire la navette entre des aéroports et des entrepôts à l'entrée des villes. Ensuite, on va passer aux taxis volants. Il y a beaucoup de projets. Plusieurs prototypes sont venus au Bourget, donc les visiteurs de passagers, mais on parle de 2, 3, 4 passagers. Ensuite, on va, grâce à la distribution électrique, avec plusieurs petits moteurs installés dans les ailes, etc., on va pouvoir développer des navettes qui pourront emporter 10, 20 passagers. Et comme ça, pas à pas,
on va aller vers des véhicules aériens de plus en plus grands jusqu'à être en capacité d'électrifier en grande partie un avion de ligne capable de faire voyager une centaine de passagers. Ça, c'est pas pour tout de suite. Non, il va falloir être patient, il va falloir attendre selon l'état des sciences et des technologies. Les industriels pensent être capables de mettre en service un avion donc de plus de 100 places électriques à échéance 2050. Donc c'est pas tout de suite. Certains des projets dont vous avez parlé, qui sont type cargo ou drone cargo ou taxi, sont-ils présents au Salon du Bourget cette année? Oui, alors il y a de nombreux prototypes ou maquettes. Il y a des startups, il y a aussi des grands groupes qui présentent des maquettes et des projets. Par exemple, chez Airbus, on verra avec intérêt le Vahana, qui est un petit eVTOL, donc véhicule aérien électrique, autonome, à décollage et atterrissage vertical, et qui a été développé par eCube, la filiale d'Airbus qui est implantée dans la Silicon Valley. Donc c'est un taxi volant. Hier, par exemple, le groupe Daher, Airbus et Safran, donc le motoriste, ont annoncé une alliance pour développer un petit avion qui s'appelle EcoPulse. TM, un petit démonstrateur. Mais il y a des dizaines de projets, il y a un foisonnement de projets ici, en Europe, dans le monde, et beaucoup d'exemples sont visibles au salon. Merci beaucoup Véronique Guillermard pour ces explications. On vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission. Seriez-vous prêt à ne plus jamais prendre l'avion pour des raisons écologiques? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui sur Twitter. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Et si vous avez des questions à poser à nos invités, si vous avez des commentaires à nous faire, vous n'hésitez pas non plus sur les réseaux sociaux du Figaro et nous vous répondrons dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour Peter Schmollgruber. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur spécialiste conception avion à l'ONERA, qui est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. L'avenir de l'aviation commerciale est-il le tout électrique? Alors pas pour tout de suite. C'est effectivement une possibilité, une voie d'exploration pour améliorer l'impact environnemental de l'aéronautique. Alors ça va se faire encore une fois étape par étape. Donc aujourd'hui, faire du tout électrique, ce n'est pas envisageable. Encore une fois, ce sont les technologies qui ne sont pas disponibles. On a parlé tout à l'heure d'une très forte masse de batterie nécessaire à transporter les passagers. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une électrification étape par étape. Et aujourd'hui, on parle d'avions hybrides. Donc c'est un avion qui continue à consommer du kérosène. Par contre, on va générer de l'électricité et on va ensuite utiliser cette électricité à bord. Alors pour de la propulsion ou éventuellement pour de l'alimentation de certains systèmes. À quelles difficultés techniques l'aviation commerciale tout électrique est-elle confrontée? Vous parliez du poids des batteries. Est-ce que ça fait partie d'un des enjeux aussi de les réduire ou d'un des défis à relever? Absolument. La masse est vraiment un des éléments essentiels que l'on essaye de réduire pour s'assurer du vol de l'appareil. Donc, l'un des défis, c'est la réduction en masse, et puis aussi de compacter tous les composants de l'avion, de la chaîne de propulsion hybride ou électrique, dans le sens où ces composants actuellement, ils prennent un volume assez conséquent, et il faut quand même les mettre après ensuite dans une aile ou dans un fuselage, et il faut quand même garder de la place pour les passagers évidemment. Donc ce sont deux défis absolument importants pour arriver à l'avion plus électrique et tout électrique. Est-ce que l'altitude est un frein également au tout électrique et à la propulsion électrique? Alors, plus vous allez aller haut, plus vous avez besoin d'énergie pour aller à ces altitudes. Donc évidemment, si on veut voler à la même altitude que la navette Paris-Toulouse aujourd'hui, à ce moment-là, vous avez un besoin d'énergie assez important. Alors, compte tenu des exigences écologiques qui visent à réduire fortement les émissions de CO2, diriez-vous que l'avion tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a atteint ses limites? On ne pourra plus en tirer quoi que ce soit avec les perspectives du tout électrique? Alors, l'avion qu'on voit aujourd'hui, effectivement, a été optimisé ça fait 70 ans qu'il a été optimisé. Donc aujourd'hui, les marges il y a encore des marges, on voit qu'il y a encore des progrès qui sont faits, mais elles sont réduites. Donc là, en passant vers l'électrique, on va vraiment ouvrir un espace de conception nouveau
Et là, on va pouvoir arriver à quelque chose, vraiment voir des différences au niveau des appareils. Oui, au niveau du design, de l'allure. Mais moi, je vous pose cette question parce que les appareils de dernière génération consomment 15 à 20% de carburant en moins. Et depuis 1990, la consommation de carburant par passager a baissé de 50%. On le voyait avec Véronique Guillermard, on sait produire des carburants alternatifs. Pourquoi on se tourne vers l'électrique? Est-ce que le biocarburant aussi, il a ses limites? Il ne pourra pas être encore amélioré pour avoir des résultats probants sur le climat? Disons que c'est dans la continuité. L'aéronautique a toujours évolué, on pense toujours, enfin, on vise toujours à faire mieux. Et donc, on arrive à cette limite aujourd'hui avec les technologies actuelles. Et là, on passerait dans une autre, vraiment une nouvelle technologie avec l'électrique. Et on ouvrira encore une fois de nouvelles perspectives. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au départ, on ne va peut-être pas avoir quelques gains, les gains seront peut-être faibles, mais en revanche, on revoit complètement la conception de l'appareil. Et donc là, ça nous offre vraiment de nouvelles perspectives. Et c'est ça la partie intéressante. Donc on va dire que le biocarburant, finalement, c'est juste une phase de transition pour l'instant, avant de passer au tout électrique? Alors, c'est une solution qui peut être vraiment intéressante, puisqu'elle ça va faciliter en quelque sorte les opérations. Ça ne change pas fondamentalement les opérations au sol, donc ça c'est vraiment quelque chose de très pratique. Ça peut être quelque chose qui va être en parallèle avec l'avion plus électrique. Pourquoi on ne l'utilise pas autant qu'on devrait, le biocarburant? Je crois qu'il représente que 0,04% de l'utilisation de carburant pour les avions. Alors il y a un aspect production qui n'est pas évident, et puis c'est vraiment changer des habitudes dans un système opérationnel qui marche quand même plutôt bien et qui a montré des progrès. Donc voilà, rappelez-vous, il faut quand même respecter certains aspects de sécurité. Donc vraiment, il faut y aller doucement, étape par étape, exactement. Vous êtes également chef de projet Dragon. C'est un concept d'avion en ligne à propulsion distribuée, une technologie de propulsion hybride. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet avion? Alors, à quoi il sert? À quoi cette conception sert-elle? D'accord. Alors, il faut voir Dragon comme un concept de recherche pour étudier vraiment une nouvelle technologie. Cette technologie, c'est la propulsion distribuée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, plutôt que d'avoir deux moteurs efficaces donc qui brassent de l'air, donc on va multiplier le nombre de fans, en fait, de soufflantes. Comme des ventilateurs, c'est ça? C'est exactement. Sous les ailes de l'avion, je crois qu'on a des images de cet avion où il y a une série de petits ventilateurs sous les ailes. Exactement. Donc on les a mis sous les ailes parce que l'avion Dragon donc, va quand même voler à une vitesse élevée, donc Mach 0,8. Et donc dans ce cas-là, il faut que le dessus de l'aile soit propre pour éviter des problèmes avec les ondes de choc. Et donc en les mettant sous les ailes, on s'affranchit de ce problème. Et puis en distribuant donc, la poussée, on va pouvoir brasser de l'air très lentement, ce qui fait que le rendement propulsif de l'appareil est meilleur. Donc on n'aurait pas pu le faire. De carburant, absolument. Voilà, Dragon permet une réduction de la consommation de carburant. Et là, donc, on consomme quand même du kérosène. Mais le gros avantage, c'est qu'en passant à l'électrique, on a pu distribuer ces sources. On n'aurait pas pu le faire avant. Donc c'est vraiment une technologie nécessaire pour arriver à la distribution. Est-ce que le pari d'une aviation totalement verte est vraiment réalisable à terme? Alors, on tend. Au niveau de la recherche, c'est ce qu'on vise. On explore différentes solutions qui devraient nous permettre d'arriver à ça. Donc aujourd'hui, encore une fois, pour la disponibilité des technologies, des batteries, on ne peut pas. Par contre, il faut voir comment ces technologies vont évoluer d'ici 15-20 ans et pourquoi pas peut-être arriver à quelque chose de ce type. Et c'est un objectif auquel les ingénieurs tiennent, en définitive, ou peut-être d'autres technologies viendront s'immiscer. On en parlera peut-être tout à l'heure pendant le débat. On parle du tout électrique, mais il y a aussi l'hydrogène, il y a aussi le solaire. Absolument, ce sont des technologies qu'il faut voir. On va évoluer, enfin on va évaluer toutes ces technologies et c'est sûrement la mise en commun de nombreuses technologies qui vont nous permettre d'arriver à une innovation plus verte. Merci beaucoup Peter Schmollgruber pour cet entretien et vos éclairages sur l'avion électrique. On vous retrouve tout à l'heure. Merci à vous. Seriez-vous prêt vous-même à ne plus prendre l'avion, ne plus jamais prendre l'avion pour des raisons climatiques et pour des raisons écologiques? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui dans l'émission. Vous pouvez répondre par oui ou par non tout de suite sur Twitter, #FigaroLive, #lesdécrypteurs. Et si vous avez des questions et des commentaires à faire à nos invités, vous n'hésitez pas également à nous en faire part sur les réseaux sociaux du Figaro.
Bonjour Jean-Louis Racineux, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes associé responsable du secteur aéronautique et défense en France au sein du cabinet d'audit et de conseil Deloitte. On l'a bien compris, il faudra être très patient avant de pouvoir voir des avions de ligne moyen et long courrier 100% électriques. Cependant, il y a des solutions qui existent d'ores et déjà, des moteurs électriques qui sont capables de faire voler des appareils, on va dire légers, de petite taille et de petite capacité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces petits appareils et quelles missions ils peuvent accomplir ? Oui, avec plaisir. Donc, une étude a été réalisée par le cabinet Deloitte. Alors, Deloitte, c'est 1500 personnes dans le monde qui travaillent dans le secteur de l'aéronautique et de la défense. Et on publie régulièrement un certain nombre d'études. Donc, en particulier sur le marché des taxis aériens, Deloitte a publié donc, une étude qui vise à regarder quel est le marché, qui vise à regarder quelles sont les contraintes et qui vise à regarder quels sont les types d'appareils qui vont pouvoir se développer. Alors, ces appareils-là, spécifiquement, ils vont être utilisés à quelle fin ? Alors, le marché tel qu'on l'a évalué notamment aux États-Unis, c'est un marché en 2040 qui devrait être de l'ordre de 17 milliards de dollars. Et ces 17 milliards de dollars, il y a 13 milliards qui concernent la mobilité intra-urbaine et 3 milliards qui sont plus pour de l'interconnexion entre les villes. Ils sont de petite taille, de petite capacité, on l'a dit, pour de courtes distances. Est-ce que ce sont des engins, on va dire, de transition qui ont vocation à devenir peut-être beaucoup plus grands ou sont-ils d'ores et déjà exactement à l'image de ce à quoi ressemblera l'aviation dans le futur ? Alors on se cherche un peu aujourd'hui. Il y a plusieurs types de véhicules. Il y a effectivement, ça a été évoqué, les VTOL, les avions donc à décollage vertical et atterrissage vertical également. On a ce qui a déjà été pensé il y a une centaine d'années, c'est plutôt une voiture avec des ailes qui ressembleraient un peu à ce qu'on voit dans des films un peu de science-fiction. Et puis, on essaie également de penser à d'autres choses. Il y a des startups qui essayent de repenser complètement des concepts de nouveaux avions. Donc, c'est assez difficile aujourd'hui de voir ce que sera demain l'avion du futur. En tout cas, à moyen et long terme. Jean-Louis Racineux, est-ce qu'il y aura un pilote dans l'avion ? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, ce qu'on va viser dans ce moyen de transport, c'est l'adoption. L'adoption, ça va passer par plusieurs choses. Ça va passer par la confiance des gens. La confiance des gens, c'est montrer déjà, avec tout ce qui est transport de type fret, qu'on n'a absolument aucun souci et qu'on maîtrise complètement. Et d'un point de vue sécurité, on veut arriver à des sécurités qui sont comparables au transport aérien. On parle de l'ordre de 10-7 aujourd'hui en termes de fiabilité. Qu'est-ce que ça veut dire 10-7 ? 10-7, c'est le taux en fait, de problèmes qu'on peut rencontrer. Donc 10 puissance moins 7, très 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 faible. Et on vise à avoir exactement ce taux pour pouvoir homologuer en fait, ces véhicules. Mais c'est-à-dire que c'est un taux qui correspond au taux de sécurité des hélicoptères, par exemple, aujourd'hui ? Des avions et hélicoptères aujourd'hui, absolument. Alors la généralisation de ces engins volants à court terme, quasiment, puisqu'on parle d'échéance peut-être à 5 ans, elles font un peu peur. Vous parliez de la sécurité, évidemment, la sécurité pour les personnes qui sont embarquées, mais également pour celles qui sont au sol et qui les verront tourner au-dessus de la tête. La question des infrastructures également se pose pour les lieux nécessaires à leur décollage, atterrissage, et puis leur stationnement également, le stockage de ces engins au sol. Quels sont les défis, si ce n'est les barrières auxquelles sont confrontés ces futurs engins volants ? Alors, on a effectivement les défis, comme vous le citiez, des infrastructures. On a également le défi de tout ce qui est gestion du trafic aérien, à savoir comment arriver à réguler l'ensemble de ces vols. On a tous en tête ce film du cinquième élément avec les taxis dans tous les sens. Donc comment arriver à réguler ce trafic aérien ? Comment faire en sorte que ce soit interconnecté par rapport au trafic aérien existant, que ce soit hélicoptère ou avion, sont tous les challenges qui se posent en plus. Les avionneurs Airbus et Boeing sont sur le coup. Chacun va de ses projets et de ses investissements. Ça veut dire que c'est le signe que le marché a vraiment un potentiel énorme, où on tâtonne encore, même de leur côté. Non, on sait qu'il y a un potentiel, effectivement, à l'étude de la mise en valeur, mais également au-delà des constructeurs aériens, les constructeurs également automobiles s'y intéressent, un certain nombre de start-up. On a aussi des acteurs comme Uber qui regardent de près en fait, ce marché, des loueurs. Tout le monde essaye un peu de voir quel va être le positionnement de ce que sera effectivement ce transport aérien du futur. On sait ce que les gouvernements en pensent déjà en amont ou pas du tout ? Alors certains gouvernements essayent d'aider, effectivement. Je vois qu'il y a déjà des accords qui sont faits au niveau des États-Unis, certains au niveau de la Chine, de manière à pouvoir, au niveau de la régulation, voir comment faire travailler le régulateur en même temps que les constructeurs. Merci beaucoup Jean-Louis Racineux pour cet entretien. On vous retrouve tout de suite pour le débat. Merci.
Merci de nous retrouver en direct pour la deuxième partie de l'émission consacrée aujourd'hui à l'avion du futur. Nous vous posions la question suivante. Seriez-vous prêt à arrêter de prendre l'avion pour des raisons écologiques ? Nous allons répondre tout de suite à cette question. En tout cas, vous donnez les informations. Eh bien, vous êtes 72% à nous dire non. Vous ne souhaitez pas arrêter de prendre l'avion pour des raisons écologiques. C'est une réponse qui vous fait réagir, peut-être, Peter ou Jean-Louis ? Ça vous conforte dans l'idée que l'avion a un avenir ? Absolument, ça me conforte. Ça conforte dans l'idée du besoin et également dans la confiance qu'on peut avoir dans les avionneurs à justement évoluer vers des modes de transport plus propres. Ça a été dit effectivement déjà au Bourget. Il y a un effort considérable qui est mené par les avionneurs de manière à réduire les émissions polluantes. Et Véronique Guillermard, je me tourne vers vous, c'est aussi le signe que les passagers et les habitués des avions savent pertinemment que le train ne peut pas être un moyen de transport sur toutes les destinations. Tout à fait. En France, nous avons la chance d'avoir un réseau ferroviaire qui est très efficace grâce au TGV, mais ce n'est pas du tout. Donc pour les destinations de moins de 4-5 heures, tout le monde prend le train. Paris-Marseille, maintenant, on prend le TGV. Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, depuis longtemps, Paris-Lille, etc. Mais il y a des pays, comme les États-Unis, qui sont complètement sous-équipés, où il est absolument impossible de se déplacer si on ne prend pas l'avion. Vous parlez des États-Unis, ne serait-ce que traverser l'Atlantique aussi pour aller jusque là-bas depuis l'Europe. Pour l'instant, le faire en bateau, c'est un peu compliqué. Ça peut être en tout cas, ça prendra beaucoup de temps. Pas très efficace. On accueille sur le plateau maintenant Julie Coulon-Profisi. Bonjour Julie, vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste des réseaux sociaux. Comment réagissent ces internautes à la question des avions du futur ? Quelles questions vous ont-ils transmises ? Alors justement, en fait, ça inquiète beaucoup de savoir si on va pouvoir prendre l'avion dans le futur. Alors on a d'une part des critiques. On a ni blanc ni noir qui nous dit la contribution de l'aviation à la pollution est minime. Ne plus vouloir prendre l'avion ne va rien changer. C'est un phénomène très bobo. Et Chevrier qui dit aussi c'est bien une réaction de bobo de ne plus vouloir prendre l'avion pour préserver l'écologie. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment ce qui est prégnant chez nos internautes. Véronique Guillermard ? De bobos qui ne travaillent pas alors, parce que dès que vous êtes dans la vie active, vous prenez l'avion pour votre travail, pour aller voir des partenaires commerciaux, pour signer des accords industriels. On vit dans un monde ouvert. Donc l'avion est aussi un outil de développement et de croissance économique. Absolument. Peter, vous êtes d'accord avec ça sur l'intérêt, les enjeux économiques concernant tout un chacun sur l'avenir de l'aviation. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, dire que cette industrie est fini. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec le besoin sociétal donc, du transport aérien. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est vraiment quand même faire attention à ce type de remarques en fait, au niveau de l'impact. On se rend compte que les gens font attention à cet aspect, aux aspects environnementaux. Et là, il faut bien voir le rôle ensuite que peut jouer l'industrie aéronautique dans son ensemble, et même au niveau donc, recherche, pour justement préparer le futur en tenant compte de ces contraintes environnementales. Donc je pense que on tient compte de ces aspects-là et l'industrie dans son ensemble progresse vers une aéronautique plus verte. Ces appels au boycott qu'on entend un peu partout, est-ce que ça fait peur aux industriels de l'aéronautique ? Est-ce qu'ils le prennent au sérieux, ces appels au boycott ? Oui, bien sûr, ils le prennent au sérieux. D'ailleurs, les compagnies aériennes qui exploitent des liaisons aériennes dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, ont vu un fléchissement de leur activité. Donc il y a un impact économique, tout à fait. Julie, vous avez d'autres questions d'internautes ? Oui, alors vous parliez tout à l'heure du train. C'est Dextrophobe qui nous dit prendre le train à la place de l'avion. Oui, mais en Europe, les liaisons par train ne sont pas suffisantes, en particulier entre la France et l'Italie, et en plus, ça coûte cher. Question du prix. C'est vrai que le prix du billet d'avion a été divisé par au moins 10 depuis en 20 ans. Et d'ailleurs, chez Airbus, par exemple, on imagine très bien qu'un jour, le billet d'avion pourrait être gratuit et que les compagnies se rémunéreraient avec les services proposés à bord, puisque les avions vont être connectés et vont devenir des lieux de shopping, finalement, des shopping centers volants. Jean-Louis Racineau, on a une idée du prix qui serait payé par les passagers des taxis volants parmi les petits engins électrifiés qui seront amenés à voler d'ici 5 ans au-dessus des capitales et des principales villes. C'est effectivement une des vraies questions dans le business case. C'est effectivement des compagnies comme Uber y travaillent. Ça a été rappelé la semaine dernière au Paris Air Forum. On essaye de viser effectivement quelque chose qui soit accessible. Toutefois, c'est encore assez difficile de dire quel sera le niveau de prix atteint.
On imagine quand même que ce type d'engin, que ce soit pour la livraison, pour des drones cargo ou pour les taxis, sont accessibles qu'à une certaine catégorie de la population, que ça va rester assez élitiste? Alors au départ, effectivement, ça va rester assez limité. C'est une question en fait de volume, d'arriver à avoir le volume suffisant en termes de passagers pour pouvoir faire les amortissements et puis pouvoir proposer des billets à prix intéressants. Comme c'était le cas pour les débuts de l'aviation commerciale. Exactement. Finalement. Julie, vous avez d'autres commentaires ou questions? C'est Troller sur Facebook qui nous dit « Les bateaux de ligne transatlantique ont disparu au profit de l'aviation, alors que les technologies d'énergie naturelle sont plus facilement accessibles au maritime qu'à l'aérien. » À vérifier. On devrait prendre davantage le bateau pour moins polluer, c'est sa question. Véronique Kirba, vous savez que le bateau, c'est très polluant. On a entendu parler du coût des... Si je veux faire un Paris-Moscou en bateau... Enfin là, il parle des liaisons transatlantiques surtout. Liaison transatlantique, écoutez, si on a du temps, ça peut être très agréable. Il y a encore des liners, ça existe. Vous pouvez aussi... C'est une croisière, voilà, une Paris-Moscou en bateau. Oui. Mais il y a aussi des bateaux spécialisés qui ont quelques places passagers, mais bon, ça prend 15 jours, je crois, non ou 10 jours pour traverser Peut-être un petit peu moins, oui. Peut-être un peu moins, ouais. D'accord. Peut-être, on a parlé de l'Europe. En revanche, je pense qu'il ne faut pas oublier que le trafic aérien, la croissance du trafic aérien va être tirée par deux pays qui sont essentiellement l'Inde et la Chine, sur lequel effectivement on a des distances considérables et sur lequel le mode de transport qui est le mieux adapté reste l'avion. Et puis à plus long terme encore, j'imagine que le continent africain sera également concerné par un développement aérien très conséquent. On parlait tout à l'heure des émissions, vous disiez Véronique, 2% des émissions mondiales de dioxyde de carbone sont émises par le transport aérien, ce qui représente 12% du secteur des transports. On a vu que c'était quand même assez relatif par rapport aux dénonciations et aux accusations dont est victime le transport aérien. Comment vous expliquez l'offensive écologique auquel est confronté le transport aérien par rapport à ces chiffres? L'avion, c'est un symbole. Les gens ne pensent pas à leur voiture, alors qu'il suffit d'aller se promener au centre des métropoles pour mal respirer. Parlez-en aux Chinois, qui doivent avoir des machines pour purifier l'air qu'ils respirent dans leur appartement. Voilà. Donc la voiture, elle est banalisée, on n'y pense pas trop, quoique. Mais l'avion, c'est un symbole. Il est dans le ciel, on voit ce truc blanc là, cette traînée blanche qui s'échappe de la carlingue, et on se dit oh là là, ça pollue, mais énormément. D'ailleurs, Peter Schmolberger, c'est quoi Schmolgruber, pardon. C'est quoi cette traînée blanche qu'on voit dans le ciel? Beaucoup pensent, même encore aujourd'hui, qu'il s'agit d'une pollution en fait. C'est de la vapeur d'eau ou pas? Ce sont des traînées de condensation. D'accord. Donc c'est un effet sur l'environnement, mais voilà. C'est un effet sur l'environnement quand même? Oui, il faut faire attention à certains aspects. Pour quelles raisons? Dans ce cas, ça va avoir un impact sur l'atmosphère et donc ça peut contribuer au réchauffement. D'accord. Julie, vous avez des commentaires complémentaires? Alors des commentaires, mais sur l'avion du futur cette fois-ci. C'est Vermès qui nous dit « À nous les avions de chasse électriques et silencieux qui plus est, mais combien auront-ils d'autonomie ?» Alors les avions en général, combien ça peut avoir d'autonomie si c'est électrique? Alors si on parle d'avions de transport, aujourd'hui, effectivement, on a du mal à se comparer aux distances franchissables des avions actuels. Donc, en passant à de l'hybride, on réduit les distances franchissables. Alors, donc c'est un compromis que l'on fait au niveau des performances. On parle après d'avions militaires. Là, c'est plus compliqué parce qu'il y a vraiment un besoin, une exigence très forte au niveau des performances. Et donc là, le passage à l'électrique reste encore à voir. Ça va dépendre de l'appareil, de la mission qui doit être effectuée. Et on a une autre question de Géopolitis qui lui aimerait savoir. Donc on a présenté au Bourget le futur avion de combat français et il aimerait savoir où en sont les autres puissances comme la Chine et les États-Unis à propos d'avions de chasse mais électriques du coup. C'est compliqué de répondre? Oui, c'est assez compliqué parce que c'est des secrets défense. Voilà, c'est souvent des recherches assez secrètes. Et en fait, les États montrent quelque chose quand on est à un degré un petit peu avancé. Voilà. Et quand elles savent que peut-être la concurrence ne pourra pas s'aligner. Mais ce qui est clair, c'est que toutes les nations militarisées, qui ont des industries de l'armement, travaillent sur des systèmes autonomes, y compris de combat, où il y aurait une dose d'électrification, effectivement. On parle du salon du Bourget qui se tient actuellement au nord de Paris. On parle beaucoup donc de l'avion 100% électrique. Je voyais avec vous, Peter, tout à l'heure, les autres alternatives à l'électrique. L'hydrogène, pourquoi on n'en parle pas de l'avion à hydrogène? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des avions à hydrogène qui sont, par exemple, présents au salon du Bourget, Véronique? Je ne crois pas.
Mais peut-être que ces messieurs ont des informations complémentaires, je ne crois en pas. tout cas, sur le principe de faire voler un avion à hydrogène, est-ce que ce sont des choses auxquelles vous pensez, vous, Alonera ? Alors, il y a déjà eu des initiatives donc, qui datent de certaines... ce n'est pas nouveau, l'utilisation de l'hydrogène. Ce qui va poser problème, c'est toute l'infrastructure nécessaire pour amener l'hydrogène, rendre l'hydrogène disponible sur un aéroport. Donc voilà, c'est des contraintes opérationnelles qui freinent un petit peu l'utilisation de l'hydrogène. Maintenant, il y a des avantages et au niveau, donc, côté recherche, ce sont des choses que nous voyons, que l'on étudie dans le détail justement pour voir ce qui peut être fait. Et l'avion solaire, on se souvient effectivement de Bertrand Piccard, psychiatre et aventurier suisse qui est pionnier de l'aviation solaire avec Solar Impulse. On se souvient qu'il a été le premier avec son avion électrique à faire le tour du monde en 2016. Qu'en est-il aussi de l'avion solaire ? Alors, il est possible d'utiliser l'énergie solaire pour récupérer de l'énergie et alimenter des systèmes. Par contre, ça va être vraiment, pour l'instant, l'utiliser comme source primaire pour la propulsion, c'est quand même assez lointain. Les capacités d'absorption et de restitution d'énergie, quand même, pour de la propulsion, ça reste un gros challenge. C'est-à-dire que c'est même pire, on va dire, entre guillemets, que les perspectives d'avions électriques qu'on essaie de concevoir aujourd'hui. Comme source. Oui, comme source. Voilà, le solaire est encore moins capable de subvenir aux besoins de puissance pour faire décoller un avion. D'accord. Julie, vous avez peut-être d'autres questions d'internautes. Une dernière question de Vermès qui aimerait savoir donc, sur les avions électriques, les avions de ligne électriques, de combien serait le nombre de passagers à peu près ? Parce qu'on imagine que, comme vous disiez tout à l'heure, que c'est beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. D'accord. Alors aujourd'hui, les études que l'on a fait à l'ONERA, donc par exemple sur le projet Dragon, par contre, on a gardé la capacité de 150 passagers, puisque c'était un peu l'objectif de l'étude, dans le cadre d'un projet européen Clean Sky 2. Donc vraiment, c'était 150 passagers et on vole à la même vitesse. C'est-à-dire que pour les passagers, c'est à peu près la même. On change quelques éléments on ne change pas les éléments de la mission. Par contre, on ne peut pas faire la distance que pourrait faire l'équivalent aujourd'hui. Donc on couvre uniquement 1450 km, mais qui permet déjà de couvrir quand même 80% des besoins, des demandes d'un avion de ligne classique. Je voudrais qu'on revienne juste comme une forme de clin d'œil au Concorde. Les enfants du Concorde, il y a quelques années encore, on en parlait des projets d'avions supersoniques. On en est où aujourd'hui, Véronique ? Il y en a beaucoup dans le monde, sauf en Europe, pour des questions environnementales, justement. Donc, il y a beaucoup de projets aux États-Unis, notamment par la société Boom, qui a bien avancé, qui promet, je crois, un premier vol en 2022 et une commercialisation en 2024 pour quelques dizaines de passagers. Donc effectivement, ça fait rêver de donner un successeur au Concorde, de voler en supersonique. Ça serait formidable de faire Paris-Tokyo en moins d'1 heure. On est tous d'accord, je crois. Mais il y a le problème du bang quand l'avion passe le mur du son. Donc il faut le réduire. Ça a quand même tué le Concorde quelque part. Il y a la problématique de la consommation de carburant. De la sécurité, des nouveaux matériaux. Et c'est vrai qu'en Europe, on saurait faire, puisqu'on a déjà fait et on a conservé des compétences, mais il n'y a pas de programme aux grandes dames de certains acteurs de l'industrie d'ailleurs. Jean-Louis Racine, c'est le Concorde, ou en tout cas le successeur du Concorde, ça fait partie des études que vous avez pu mener chez Deloitte, un successeur au supersonique ? Non, on ne s'est pas vraiment encore penché sur le sujet, mais effectivement, ça pourra être une des études de loi du futur. Peut-être que les futurs passagers sont très demandeurs, malgré effectivement les enjeux climatiques aujourd'hui. Peut-être certains réclament encore un avion de ce type. Juste avant de finir, le Boeing 737 MAX, qui est pour l'instant cloué au sol, suite à 2 accidents qui ont eu lieu ces derniers mois. Est-ce qu'il va pouvoir revoler le 737 MAX, Véronique ? Alors écoutez, j'ai rencontré Denis Muilenburg, le PDG de Boeing, dimanche après-midi avec quelques confrères journalistes du monde entier, et il nous a dit qu'il espérait un retour en vol de cet avion cette année, mais qu'il ne pouvait pas être plus précis sur le calendrier. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la main. Ce sont les agences de la sécurité aérienne internationale, donc aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Canada, au Brésil, etc., qui vont donner le feu vert.
Et pour le moment, Boeing peaufine son dossier de certification, vous savez, de ce système anti-décrochage qui a dysfonctionné. Donc il y a eu une mise à jour, des redondances qui ont été installées, des couches de sécurité supplémentaires. Et donc Boeing doit transmettre incessamment ce dossier. Et ensuite, les agences vont mener des tests et prendre la décision. Donc, si tout va bien, entre guillemets, l'avion devrait pouvoir à nouveau accueillir des passagers cette année, au moins d'ici à décembre. Parce qu'on imagine les enjeux financiers considérables qu'il y a derrière si jamais les régulateurs mettaient leur veto à la remise en service de cet avion. Notre émission touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir été mes invités aujourd'hui. Merci Julie pour les questions des internautes. Je rappelle que la 53e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace a ouvert ses portes ce lundi 17 juin au Parc des expositions du Bourget, que pour l'instant il n'est accessible qu'aux professionnels, mais à partir de vendredi, il est ouvert au public. Vous retrouvez tout de suite à midi pile le talk présenté aujourd'hui par Charles Sapin. Il reçoit Jean-Luc Fugit, député La République En Marche du Rhône. À très vite sur le Figaro.fr, Figaro Live.